Merci, Monsieur le ministre. Nous comprenons en résumé que le travail titanesque abattu au sein de la justice en tant que procureur général a été un grand atout à parler à votre place. Et la question suivante est de savoir, il y a une situation qui a fait grand bruit ici en Guinée, comme quoi Monsieur, en ce moment, Charles Wright, le procureur, était un homme, une sorte d'espion qui enregistrait ses aînés, qui enregistrait ses supérieurs. Et tout à l'heure, vous avez aussi cité le cas de Fonike Menge. J'aimerais comprendre le lien entre vous et cette affaire de Fonike Menge et comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pas seulement moi, mais je pense que des millions de personnes veulent savoir qu'est-ce qui en était réellement. D'abord, je vous remercie parce que souvent j'ai entendu pas mal de discrédit de la part des personnes qui n'ont jamais supporté la personne de Chalouette. Pour la petite histoire, j'étais, comme je vous l'ai dit, affecté comme juge au tribunal de première instance de Dixine. Pourquoi affecté? Les magistrats ne se posent pas cette question. Partout où on vous envoie, vous êtes censé servir votre pays. Exactement. Pour moi, vous n'avez pas besoin de vous poser la question pourquoi on m'envoie à tel fonction. Non. Vous êtes apte à servir partout et à n'importe quelle fonction. Exactement. En attendant, bien entendu, la spécialisation des magistrats et le suivi régulier de la carrière des magistrats. Qu'est-ce qui a fait d'abord que j'ai changé de fonction? Vous verrez que ce que je vais vous dire n'est que l'aboutissement de ce que je vais vous développer. Le président Alpha Condé, moi je l'ai toujours dit quelque part quand je suis avec les citoyens, quand quelqu'un a géré ce pays, on lui doit du respect, de la considération. Cela est très important. Personne n'est parfait, il faut le reconnaître en notre qualité d'être humain. Lorsqu'un président de la République n'est plus en fonction, il peut être amené à répondre de ses actes. Nous le savons aussi. Effectivement. Mais cela ne veut pas autant dire qu'on doit l'offenser. Mais ce qu'il a posé comme acte, l'histoire y tiendra. C'est comme ça la vie d'une nation. Quand j'étais à Kaloum, comme juge d'instruction, personne ne parlait que Charles a enregistré un collègue. Je ne l'ai jamais fait. J'ai travaillé avec des collègues. Personne n'a entendu. J'ai servi à Cancan. Personne n'a entendu un jour que M. Charles a enregistré un collègue. Bien avant Cancan, j'ai servi à Massanta. Personne n'a entendu que M. Charles a enregistré un collègue. Pourtant, je discute avec les collègues tous les jours. J'échange avec des ministres tous les jours. Personne n'a entendu ça. Quand je suis venu à Kalou,
J'ai géré une procédure de moustiquaire, peut-être qu'on en dira un mot, où les plus hautes autorités étaient impliquées. Monsieur le Surtout- ministre, vous pouvez... Oui, j'en viens. D'accord. Étaient impliqués au niveau du ministère de la Santé. Mais déjà, je vous ai dit, quand j'étais à Kankan, considéré comme fief de pouvoir en place, j'avais à prendre des décisions qui n'étaient pas du tout appréciées par le pouvoir central. Déjà, j'ai été étiqueté comme une menace. Il n'est pas le seul magistrat pour qui il se prend, il pense que ceci, cela. J'ai trop entendu ça. Mais je n'ai pas cédé. Je suis venu à Kaloum à cause de cette procédure-là. On m'a enlevé, on m'a envoyé à Dixine. On dit, si vous entendez mettre quelqu'un en prison, parce que il a la fonction de juge des mandats. Donc, quand vous allez l'enlever comme juge d'instruction, il ne peut plus mettre des mandats. Okay, j'ai accepté ça. Je ne me suis pas opposé. Je n'ai aucun pouvoir, je n'ai aucun droit, aucune légitimité de contester la nomination parce que ceci ou cela. Même si je sais que derrière cette nomination, il y a les dessous, je me dois de me conformer à ça. C'est ça le principe. Même si tout le monde connaissait à l'époque, qu'est-ce qui tramait tout ça? Parmi tous les amis de promotion, vous pouvez demander. J'ai été le seul qui n'avait pas fait plus de 6 mois à sa place. Vous pouvez demander toute la promotion, la 3e promotion, où il peut venir faire quelque temps, on l'enlève parce qu'on dit les décisions qu'il arrive à prendre, ça n'arrange personne. Prenons-le envoyé, je ne me suis jamais opposé à ça. Quand j'ai été envoyé à Dixine, déjà, au regard de tout ce que j'ai eu à faire, j'étais considéré comme un magistrat indélicat, entre guillemets. Il n'écoute pas les gens, il pense que ceci, cela. Ok, d'accord. Mais ce que les gens oublient, au fait, nous avons une responsabilité devant Dieu et devant les hommes. C'est vrai. Par notre imperfection humaine, nous avons quand même le devoir de résister selon les moyens qu'on a à l'effet de pouvoir remplir loyalement ses fonctions. Donc, quand je me suis retrouvé à Dixine, au regard de tout ce qui s'est passé, j'ai eu des entretiens avec M. Sexaco, oui, on m'a dit, Charles, que c'est pas facile de collaborer avec toi, mais moi, j'ai compris que tu suis les règles. Donc, jusqu'à preuve du contraire, parce que les gens avaient été même partis à proposer ma suspension. Paix à l'âme de l'inspecteur général, à l'inspecteur du service judiciaire, M. Sini Kamara, qui a été dépêché à plusieurs reprises pour aller à Kankan, pour aller vraiment essayer d'apaiser mon rapport avec le procureur général à l'époque. Parce que je me suis dit que les fonctions de poursuite et les fonctions de jugement doivent être séparées. Un juge d'instruction n'est pas, le cabinet d'instruction n'est pas le prolongement du parquet. Effectivement. C'est pas parce que le procureur veut ça que tu vas faire ça. Parce que la vraie garantie de l'indépendance de la justice, c'est pas au niveau des parquets, parce que c'est pas le parquet qui décide. Effectivement. C'est le siège qui décide. Un parquetier peut dire 40 ans, 20 ans, c'est une façon de parler. Mais le juge, au regard des faits, des circonstances, peut dire qu'il n'est pas d'accord et rendre la décision en toute indépendance, conformément à son serment de magistrat, qu'il doit observer partout et en tout lieu. Ceci dit, la Guinée, après le 2e mandat du président, personne ne s'attendait à une révision de la Constitution. On s'est retrouvés tous face à cette situation. Et le président, coûte que coûte, à tout prix, j'ai dit bien à tout prix, avait voulu forcer
son passage pour un troisième mandat. Il y a eu des initiatives au niveau de la société civile, où il y a eu Front National de la Défense de la Constitution, quand même bien, ce n'était pas quelque chose de juridiquement établi, je le dis encore une fois de plus, mais néanmoins a pu porter à l'époque la voix de la défense de la Constitution. Donc c'était une organisation informelle. C'est ça. Les jeunes qui animaient cette organisation, je vais nommer là M. Fonike Manga, M. Birlo, etc., M. Gallo, avaient fait l'objet d'arrestations. D'arrestations parce que nous étions à 4 semaines de la date fixée pour le référendum. Une constitution que le peuple n'a jamais connu le contenu. Personne ne savait. Vous avez vu à l'époque, quand la constitution, entre guillemets, a été adoptée par voie référendaire, dans les conditions que vous savez, les avocats sont montés au créneau pour dénoncer. Ils ont même dit qu'il y a eu faux en écriture publique et tout, mais il n'y avait pas eu de poursuite autour de ça. Donc nous connaissons un tout petit peu l'histoire. Donc finalement, il a été décidé à ce que ces jeunes-là soient condamnés. Mais c'était sans compter que celui qui doit prononcer cette condamnation-là n'était pas connu dans un premier temps. Quand ils ont été arrêtés, ils ont fait quelques semaines au niveau de la direction centrale de la police judiciaire. À l'époque, c'était colonel Fabou qui était à ce niveau, qui avait été accusé comme celui qui était considéré à tort ou à raison comme celui qui procédait à des arrestations arbitraires, à des enlèvements et tout. Il a été accusé par rapport à ça. Moi-même, à l'époque, j'ai été saisi de sa procédure où je l'avais condamné et décerné mandat d'arrêt contre lui. Ça, c'était aussi une première. Où un directeur de la police judiciaire qui se disait officier de police judiciaire, dès que j'ai été saisi par la procédure de citation directe au niveau du tribunal de première instance de Dixine, quand il a été, personne ne pouvait oser demander à Fabou, il faut venir. J'ai dit non, il va venir. On dit, mais attention Charles, si tu ne fais pas attention, tu vas disparaître, personne ne te verra. Je dis non. Il va venir, il va répondre. Ça avait été un problème, le dossier de Fabou a été un problème très houleux entre moi et le procureur Sidi Suleiman Ndiaye à l'époque, qui était procureur près du tribunal de première instance de Dixie. C'était pas du tout facile entre lui et moi. Il a dit que vraiment pour lui, il collabore avec les autres magistrats. Quand il vient, ce qu'il dit, c'est ce qui se fait. Donc moi, je ne peux pas être à Dixine, dire ce que je suis cela ou quoi que ce soit. Non, je dis, écoutez, moi je suis du siège, vous êtes du parquet. Le principe de la séparation de poursuite et de jugement, pour moi, est un principe non négociable. Donc il y avait une vive tension entre moi et mon aîné, M. Sidi Suleiman Ndiaye. Pas pour l'intérêt de la procédure, mais pour des raisons de divergence de position par rapport au respect de la loi et au respect de la volonté, je le dis encore, de la volonté de M. le Président à l'époque, Alpha Condé. Parce que Fabou était un intouchable du régime. Personne ne pouvait penser qu'un magistrat pouvait émettre un mandat d'arrêt contre lui. Ce n'était pas possible. Ça, c'était important. Donc, avant le dossier de Fonike Manga, c'était le dossier de Fabou que j'avais jugé. J'ai décerné mandat d'arrêt contre Fabou. Au lieu d'exécuter la décision de mandat d'arrêt contre Fabou, ils se sont mis à relever appel contre la décision, tout juste pour ne pas que le monsieur puisse être soumis à l'autorité de la loi. Parce que même si la personne relève appel, si l'intéressé est condamné, le mandat est décerné, exécuter le mandat, il reviendra au juge. C'est-à-dire, l'appel n'est pas suspensif de l'exécution du mandat. Effectivement.
Mais ils ont dit non, puisqu'il ne nous a pas écoutés, Fabou non seulement n'ira pas en prison, hein. Deuxième chose, il ne va pas être... on va relever appel, et nous, on va vite aller lever le mandat là-bas, même s'il ne comparaît. On a vu comment les choses se passaient. Donc, ça a été une première tension entre doyen Sidi Souleymane Ndiaye à l'époque et moi, autour du sujet de Fabou. Toute la Guinée a dit, ah, mais ce Charles-là, il est audacieux, c'est lui qui était à Cancan, on ne comprend pas, il n'aime pas. Bon, écoutez, je n'avais pas été compris. Et moi, j'ai toujours été incompris, mais ce n'est pas grave, parce que dans tous les cas, faites ce que vous avez à faire, laissez les gens parler. Donc, cette tension, elle était si accrue que même les dossiers, parce que c'est le procès pénal, c'est le procureur de la République qui est partie principale au procès. C'est le ministère public qui organise le procès. Quand le dossier arrive, c'est le procureur qui fait le rôle, ce n'est pas le juge. Il fait le rôle, il communique le rôle à la présidente du tribunal ou au président du tribunal, administrativement auquel les juges relèvent. C'est lui ou elle qui doit procéder au dispatching des dossiers. Mais qu'est-ce qui se passait? Depuis la décision rendue contre Fabou, quand les dossiers venaient, je n'étais pas du tout saisi. C'est-à-dire que on ne me donnait aucun dossier. Je suis resté comme pourtant, c'est un droit pour le magistrat d'exercer sa fonction, mais on me prive de ce droit d'exercer ma fonction. Mais ça ne m'a pas découragé. Parce que puisque le calendrier des audiences était connu par tous, moi je siégeais les mercredis, sauf les jeudis, sauf erreur de ma part, au mercredi. Donc les avocats aussi qui voulaient que le droit soit dit, visaient mes jours d'audience pour utiliser la procédure de citation directe. Parce que la citation directe est un moyen qui permet à une personne victime, sans passer par le procureur, de saisir directement le juge, soit par citation directe ou par plainte avec condition de partie civile, selon qu'il est devant le cabinet d'instruction ou la juridiction de jugement. Donc, ce qui fait que j'étais plutôt saisi de citation directe que des procédures ordinaires où c'est le parquet qui envoie le dossier. Donc, c'est dans ce cadre-là, cette tension déjà devenue beaucoup plus entre moi et M. Sidi Souleymane Ndiaye, où les gens disaient non, parce que Charles, tout le monde connaît, il n'est pas d'accord avec les gens, il pense qu'il est le seul. J'ai entendu tout ça. J'attendais du soutien des gens que de me réprimander parce que je n'ai pas cédé. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Nous étions dans cette tension, dans la même juridiction. 4 semaines pour la révision constitutionnelle pour le 3e mandat. Qu'est-ce qui se passe? Les Foliké Mangué sont arrêtés par Fabou, que moi j'ai condamné, contre lequel j'ai décerné un mandat d'arrêt. Mais puisque c'est un officier, c'est lui qui disait qu'il était officier de police judiciaire, il y a eu même un débat. Moi j'ai dit, il n'a qu'à m'envoyer son habilitation. Parce que tu peux occuper une fonction, ce n'est pas parce que tu es directeur de la direction centrale de la police que tu es forcément officier de police judiciaire. Au regard des textes de loi, un officier de police judiciaire, c'est d'abord celui qui occupe une fonction importante en qualité d'officier de police judiciaire, ça c'est un. Deuxième condition, il le fait en vertu de l'habilitation du procureur général. Donc, ces deux conditions-là sont cumulatives. C'est extrêmement important pour que les gens comprennent. Donc, devant le tribunal, moi, je lui ai dit, envoyez-moi votre habilitation. Si vous êtes officier de police judiciaire, je déclare le tribunal incompétent et je déclare le tribunal incompétent puisqu'un officier de police judiciaire bénéficie de ce qu'on appelle le privilège de juridiction. C'est extrêmement important. Ça veut dire qu'il ne peut pas être jugé par les tribunaux de première instance, mais ils peuvent être jugés par la cour d'appel selon le ressort. Donc, lui dit qu'il est officier de police judiciaire. Quelle est la preuve pour moi? C'est quand il va déposer l'habilitation. À l'époque, il n'est pas venu déposer l'habilitation. C'est le procureur à l'époque qui doit poursuivre des infractions reprochées à M. Fabou qui vient à l'audience pour dire, écoutez,
M. Fabou est officier de police. Il dit, mais M. Procureur, vous ne pouvez pas représenter une personne poursuivie. La responsabilité pénale est personnelle. Si la personne doit apporter ses moyens de défense, ce n'est pas à vous de le dire. Effectivement. Vous pouvez prendre des réquisitions à charge et à décharge. Mais dire que vous représentez Fabou, entre guillemets, pour venir dire qu'il est officier de police, alors qu'une personne qui est régulièrement citée, la loi est très claire, il doit comparaître. À moins que cette personne justifie d'un motif de santé et tout ce qui en suit. Là, dans lequel cas, le juge peut renvoyer sans décerner mandat. Mais si cette personne-là ne comparaît pas et ne donne pas une preuve justificative de son absence, la loi dit, le tribunal peut, par décision spécialement motivée, décerner un mandat d'arrêt. Comme il n'était pas venu, le procureur s'est cantonné pour dire l'officier policier, il n'a pas donné l'habilitation. Les avocats sont partis voir dans les registres de la cour d'appel là-bas. Ils n'ont pas vu son nom dans le registre des habilitations. Les gens voulaient créer habilitation pour ceci ou cela, ça ne pouvait pas marcher. Donc, moi, j'ai décerné mandat d'arrêt pour non-comparution. Et le procureur a relevé appel contre un mandat d'arrêt. C'est une première fois dans l'histoire. On ne relève pas appel contre un mandat d'arrêt. On relève appel contre une décision sur le fond. Décision concernant mandat d'arrêt, s'il faut classer, ce sont des décisions avant dire droit. C'est-à-dire avant que le juge ne se prononce sur le fond de l'affaire. Mais j'ai compris qu'il y avait cette politique de protection. Même si je ne pouvais pas le dire, mais j'ai compris. Sinon, un procureur qui poursuit au nom de tout le monde n'est pas censé quand même, en toute honnêteté, et sachant bien, un monsieur que nous connaissons, qui a un bagage que je respecte, qui a toutes les connaissances qu'il faut, il le sait pertinemment mieux que moi en tant que jeune magistrat, que la responsabilité pénale est personnelle. On ne peut pas représenter quelqu'un en matière pénale. Et on peut l'assister, on ne peut même pas représenter. C'est ça le principe. Non, mais puisque, quand moi je n'ai pas voulu céder, on a dit on va me récuser, on m'a retiré le dossier est parti, je suis resté moi-même. Donc j'ai compris déjà que un Fabou que vous poursuivez en Guinée, partout où vous êtes, et vous avez la crainte. Les gens me disaient ah, ceci, cela, mais j'ai continué. Parce qu'il faut croire en Dieu. Donc, finalement, quand le dossier de M. Fonike Mengue Birlo sont venus au tribunal, après avoir fait 2 à 3 semaines environ au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, la question qui était posée, le procureur va saisir qui? Un procureur déjà avec lequel il y a tension avec le juge va saisir qui? Les gens ne me saisissent pas. Donc, il ne peut pas lui-même prendre la décision de me saisir. Parce que ce n'est pas lui le président du tribunal. Parce qu'à l'époque, ce qui n'était pas du tout normal, c'est le procureur qui prenait le dossier, il l'envoyait à un juge pour dire l'audience. Non, normalement, quand vous faites le rôle, déposez au bureau du président ou de la présidence. C'est elle ou lui qui doit faire des dispensings pour permettre au juge de préparer l'audience et tout ce qui en suit et d'aller. Et quand le juge finit, le dossier est mis en délibéré, il garde le dossier et rédige avant de vider. Donc, finalement, la question s'est posée, qu'est-ce qu'on doit faire? Dès que le dossier est venu, il a orienté le dossier en flagrant délit. Ça veut dire que si vous orientez le dossier suivant la procédure de flagrant délit, la loi dit la personne doit être entendue sur un procès verbal qu'on appelle le procès verbal en cas de flagrant délit, où on doit lui notifier ce qu'on lui reproche. Et finalement, quand vous allez lui notifier, vous devez lui traduire immédiatement devant le tribunal. Mais si le tribunal a l'impossibilité de le juger, la loi dit vous pouvez, c'est une faculté, placer la personne sous mandat de dépôt. C'est ce qui avait été le cas de Fonike Mengue. Donc, ils ont été placés sous mandat de dépôt suivant la procédure de flagrant délit. Donc, en attendant de choisir qui doit les juger. Finalement, j'étais toujours dans mon bureau, presque complètement isolé. Je ne recevais pas les dossiers, c'est pas grave.
Vous ne pouvez pas aller dire, j'ai pas de dossier, Frère Michel. Non, vous restez tranquille. C'est quand on vous saisit, vous tranchez. Effectivement. Quand on ne vous saisit pas, vous restez tranquille. Mais votre obligation, c'est d'être là, à l'heure. Quitter à l'heure. Ne pas vous absenter parce que, au-delà du fait que j'étais juge du jugement, la présidente du tribunal m'avait choisi comme juge de mise en état. Ça veut dire que toutes les affaires civiles presque qui venaient au niveau du tribunal de Dixit, concernant madame la présidente du tribunal à l'époque, madame Mbalo, j'étais choisi comme le juge de mise en état. C'est l'instruction en matière civile. Donc, je faisais mes enquêtes sur les dossiers et je lui déposais le rapport pour lui permettre de trancher en toute légalité. Donc, ça veut dire que si je n'étais pas saisi par le parquet pour les affaires pénales, en ce qui concerne les affaires civiles, quand la mise en état est ordonnée, on me désignait comme étant le juge de mise en état. Donc, ça veut dire que j'avais d'autres boulots au-delà du fait que juger des affaires pénales. Donc, c'est ainsi, à ma grande surprise, on m'a appelé, ma présidente. Bon, Charles, il dit, ah, ça fait longtemps. Ah, le dossier qui est venu, moi, je ne peux pas prendre le dossier. Madame, quel dossier? Non, je t'en parlerai après. Mais un dossier que je dois te confier, c'est normal. Elle est la présidente du tribunal, administrativement, je relève d'elle. Mais moi, je ne savais pas que c'était ce dossier-là. Ce que je dis, ça n'a rien à voir avec le secret de délibéré ou quoi, qui doit faire le nom, ça n'avait rien à voir. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe? On me dit, bon, c'est le dossier de Fonike Manga. Ok, je ne connaissais pas les jeunes, ni Fonike, ni les secondes. Non, je ne les connaissais pas. Pas du tout. Mais nous étions tous en Guinée, je savais que c'était très chaud pour l'affaire de la constitution du troisième mandat et tout ce qui en suit. Je savais, on était tous là. Effectivement. Tout ce qui s'est passé, nous n'étions pas étrangers, nous étions tous là. Effectivement. À l'époque, le président de la République était là, à l'époque, tout le monde était là. Nous observions tous la vie sociale et politique de notre pays. Oui. Donc, quand le dossier était tellement sensible que derrière l'idée, c'était quoi? Il fallait que ces gens-là soient condamnés. Mais, quelle que soit la décision qui a intervenu, le juge n'allait jamais s'en sortir. Parce que autant il allait prendre une décision allant en faveur de ces gens-là, il allait avoir des coûts de pouvoir en place. S'il allait prendre une décision aussi qui n'était pas favorable à ces gens-là, l'opinion publique, la société civile, les médias et tout, donc le juge était entre le marteau et l'enclume. Au-delà de ça, d'autres menaces qui ne disaient pas leur nom. J'étais très surpris. Quelqu'un qui ne te parle pas, vous êtes dans le même service. Parce que vous avez rendu une décision de justice. Or, le seul corps qui a besoin de la contradiction sans qu'il n'y ait des difficultés, c'est la magistrature. Un procureur peut dire condamné à 2 ans, le juge dit je ne le condamne pas. Ça ne change rien du rapport entre vous parce que personne n'épouse une cause. C'est-à-dire personne n'est avocat d'un dossier. On est avocat de la loi qu'on doit défendre, qu'on doit appliquer, respecter, faire respecter. Pour moi, c'est ce qui est extrêmement important. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe? On me dit, bon Charles, c'est toi qui es choisi pour juger le dossier. Je dis, madame. Il dit, non, je sais, pardon, prends le dossier. Je dis, je ne peux même pas vous dire non. Vous me donnez n'importe quel dossier, j'ai l'obligation en tant que magistrat de prendre, de l'examiner. Mais je l'examinerai en toute indépendance. Et ça me permettra de dire le droit. Pour que quand je me couche, j'ai la conscience tranquille. C'est extrêmement important pour moi. Et nous sommes venus, ce n'est plus un substitut qui monte dans le dossier, c'est le procureur lui-même qui prend la robe. Il monte. Il était là. Le ministère public, le procureur peut monter, il n'y a pas d'obstacle. C'est lui d'ailleurs, le chef du parquet. Si lui il monte, c'est que le dossier, pour lui, à son sens, est important. C'est un dossier qu'il fallait venir défendre. Sinon, d'habitude, ce sont ces substituts qui montent. Mais si vous voyez, c'est lui qui prend la robe, il monte à l'audience, ce qui est tout à fait du droit. Moi, je ne trouve aucun obstacle à ça. Il est monté, mais
À la différence, parce que la direction des débats appartient au juge, pas au procureur. Donc, le procureur avait l'habitude parfois de déstabiliser le siège et autres, alors que toutes les parties au procès sont soumises à ce qu'on appelle le respect d'abord du contradictoire. Il faut permettre à chacun de discuter sa position, ça c'est un. La deuxième des choses, les parties là sont soumises à la règle de, entre guillemets, du respect de la police d'audience. Donc, personne n'a le droit de troubler l'audience. Et c'est le juge qui doit s'occuper de ça pour mettre les parties sur un même pied d'égalité. Parce que c'est ça aussi. Le ministère public est parti au procès. Les avocats de la partie civile est partie au procès. La personne poursuivie est partie au procès. Donc, l'équilibre des droits des parties doit être observé par le juge. C'est ce qu'on appelle l'observation du principe d'indépendance, de neutralité, comment dire, vis-à-vis des parties. Donc, il fallait observer ça. Donc, comme il avait vu dans les débats que ça ne pouvait pas marcher, ne pouvait pas déstabiliser, j'ai imposé les règles d'équilibre entre les parties, il était très inquiet. Très, très inquiet. Il ne pouvait pas, moi, aller me voir, me poser quoi que ce soit comme problème. Parce que tout se discute à l'audience publique. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Quand le débat est parti, 2 audiences, 3 audiences, à la lumière des débats, il a compris, la manière dont les choses partent comme ça, là, je ne crois pas que j'aurai la possibilité d'avoir, de faire fléchir le juge qui a le dossier. Parce que déjà, affaire de Fabou, on est très tendu. On est très, très tendu. Et moi, je reçois, et lui, il reçoit des instructions de là où moi, je ne suis pas. Mais ce qui me concerne, le serment qu'on a prêté, il faut dire le droit. C'est ça. C'est clair. Et on doit être protégé dans ça. Et qui doit nous protéger, c'est l'État. Effectivement. Donc, finalement, quand il a vu au niveau des débats qu'il y a l'équilibre du respect des droits des partis, il est parti voir la présidente pour lui demander que la rue dont il voit les choses là, Charles là, c'est pas quelqu'un qui coopère. Moi, j'ai demandé qu'est-ce qu'on appelle la coopération. Monsieur le procureur, vous venez présenter vos chefs d'accusation, vous les défendez. En ce qui me concerne, j'écoute les parties et je dois décider selon mon serment. Ah non, ça ne peut pas passer comme pour Fabou et autres. Les gens sont venus me le dire que ce dossier-là encore, ça risquerait d'aggraver encore votre situation. Je dis, pour ce qui est du Fabou, j'avais suivi beaucoup de choses. Mais cette fois-ci, je serai prêt à aller jusque devant le Conseil supérieur de la magistrature. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un collègue magistrat, pour une raison ou une autre, ne peut pas observer les principes élémentaires qui composent. Et aujourd'hui, dans les couloirs du tribunal, partout, chacun a son tempérament. Moi, par exemple, je parle très fort. Quand vous entendez, vous dites parfois, il est énervé. Non, chacun a sa nature. D'autres ne parlent pas beaucoup. D'autres, mais chacun a sa nature. Effectivement. Monsieur Sidi Suleiman est de nature très chaude, tout, il ne cache pas. Il ne cache pas sa position. Quand il n'est pas d'accord avec toi, il sort, il le dit partout, et puis de manière très fière, il le dit publiquement. Il ne s'en cachait pas. Donc il a dit, il croit que ceci, cela, il a parlé de beaucoup de choses. Donc moi, je me méfiais. Maintenant, pour pouvoir garder, quand il est venu, il a dit qu'il voulait me voir. Puisque, avant de venir me voir, toutes les menaces qui se discutaient, j'ai fait fi à tout ça. Parce que tant qu'on ne vient pas vers moi, je n'ai aucun problème, je continue mon boulot. Ces menaces-là, quand je suis allé, j'ai entendu ces menaces-là, je suis allé voir la présidente. La présidente dit non, il ne faut pas écouter, ceci, cela, continue à gérer. Je dis non, madame, je viens vous le dire parce que ça doit cesser. Et c'est vous la première responsable ici. Notre première protection, c'est vous. Dites à M. Sidi qu'il n'a qu'à aller défendre sa position. Quant à moi aussi, de décider conformément à ce que j'ai compris. Il est libre, quant à lui, s'il n'est pas d'accord avec la décision à intervenir, relever appel.
Surtout que ni lui ni moi, personne ne connaît d'abord l'issue du procès parce que les débats sont en cours. Pourquoi il est si pressé, ceci ou cela? Je dis, ça ne peut pas marcher. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux. Il a dit, il doit venir me voir. Quand il est venu, le temps par lequel il est venu, m'a appelé. Je dois aller devant le conseil. Il est venu. Quand il est rentré, d'abord, il a demandé à ce que tous mes greffiers sortent. Suivez très bien. Vous venez? Ah non, sortez. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui se passe entre vous deux, là-bas, ce qui va se passer, on peut dire Charles m'a insulté. Il m'a agressé. Parce qu'ils sont partis dire de tout sur moi. Je suis dans mon bureau. Je peux même mettre des caméras dans mon bureau pour observer et garder la preuve de tout ce qui se passe dans mon bureau. Effectivement. Personne ne pouvait me priver de ce droit-là. Puisque j'en ai pas, il fallait conserver l'enregistrement de notre entretien. Il fallait une preuve. Il fallait une preuve. Quand il est rentré, il a demandé aux gens de sortir. Quelqu'un qui ne te parle pas. Après combien d'audiences qui vient? Quand il est venu, j'ai enregistré notre entretien pour garder pour le conseil supérieur. J'ai compris finalement toutes les menaces qu'il faisait, c'est parce qu'il avait reçu des instructions comme quoi les gens là devraient être condamnés. Donc à partir de là, c'était l'une des preuves irréfutables pour moi qu'il n'avait aucun élément factuel, sinon il n'avait pas besoin de ces démarches-là. Il pouvait défendre, étayer le droit, dire le droit, et puis tout ça là, ça passe. Effectivement. Le temps avait fini par me donner raison de garder l'enregistrement de notre entretien. Pourquoi? À l'issue des débats, il est venu, il a fait ses réquisitions fleuves. Des démonstrations du juridisme, il en a fait. Les avocats ont développé. Finalement, j'étais obligé de faire la lecture de l'ensemble de la décision pour me faire comprendre. Je pouvais lire seulement le dispositif, c'est-à-dire la décision finale. Mais j'ai lu toute la décision pour ne pas qu'on pense que j'ai favorisé une des parties au procès. Parce que ce n'est pas la décision qui est importante, c'est la motivation de la décision. Pourquoi toi, juge, tu as rendu la décision dans tel ou tel sens? C'est ce qui est important. Effectivement. Parce que si une décision n'est pas motivée, c'est une cause d'infirmation de la décision. Et si vous faites application mauvaise de la loi, on peut même vous poursuivre pour insuffisance professionnelle. Bien sûr. J'ai pris tout le temps. Ce jour-là, la salle était remplie. Il y avait déjà les policiers qui étaient prêts à accompagner les gens là en prison, tout. Les services de sécurité, tout le tribunal était sécurisé, tout. Donc, pour un certain nombre d'opinions, ces gens-là, personne ne pouvait oser dire qu'il n'y a pas infraction contre eux. Donc, pour eux, ils étaient condamnés d'office à aller en prison. À la grande surprise, quand j'ai commencé les motivations, parce qu'il y avait plusieurs exceptions qui avaient été soulevées. Exceptions liées à l'acte de saisine, d'autres disaient que le délai, tout. Bon, moi je sais quand même les règles juridiques qui gouvernent tout ça. Vous ne pouvez pas demander à ce que les conditions de nullité de l'acte de citation, il y a 5 ans, il y a des mentions obligatoires qui n'y figurent pas et les sanctions sont prévues par la loi. C'est pas toi qui dois dire. Mais vous ne pouvez pas demander la nullité d'un acte de citation sans prouver que cet acte de citation-là vous a, la violation des mentions vous ont causé des dommages, des griefs. Vous ne pouvez pas exiger pour que ça soit un acte susceptible d'être annulé par le tribunal du jugement. Moi, je connais ces règles. Ça, c'est basique. On n'a pas besoin de rentrer dans les cours. On a appris le droit pour ça. Et beaucoup connaissent mieux, comment dire, ces règles-là. Donc, j'ai commencé d'abord à statuer sur les exceptions. J'ai fini de statuer sur les exceptions. Je suis allé sur infraction par infraction.
J'ai trouvé que ces infractions-là, aucune d'entre elles ne tenait du point de vue élément légal, matériel et moral. Et qu'est-ce que dit la loi? Lorsqu'après examen, le tribunal s'en rend compte que les personnes poursuivies pour des faits répréhensibles et que ces faits ne constituent ni infraction à la loi pénale, il les renvoie à des fins de la poursuite. C'est ça. Moi, je ne faisais que tirer les conséquences juridiques de l'examen des faits. Dis-moi les faits, je te dirai le droit. Ce qui m'a permis de rendre cette décision, qui avait été considérée à l'époque comme une décision historique. J'ai vu des Koundounou, tout le monde applaudir pour la première fois. Ah, la Guinée a maintenant son juge, tout. Mais derrière ça, ce que moi je devrais subir, personne ne s'attendait à ça. Ils avaient considéré ça comme une offense au président. Comment est-ce qu'on peut arrêter les gens? C'est ce chat-là qui était à tel, je vous ai dit ceci, j'ai entendu beaucoup de choses. Et à partir de là-bas, quand je suis descendu à l'audience, Sidi Suleiman, il va voir. Je viens d'être appelé par le président. Il va voir. Il parlait parce qu'il ne pouvait plus se contenir. Ah non. J'étais là, j'attendais tout. J'ai dit, ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Je sors. Ce sont des gens cagoulés qui me suivent. Ce jour-là, je vais taire les noms. J'étais avec 3 de nos amis. J'ai marché, je ne suis même pas allé dans ma voiture ce jour-là. Je suis allé à pied jusqu'à l'université Gamal. Je suis allé m'asseoir là-bas. Le département, le procureur a été convoqué au département là-bas. Pourquoi vous n'avez pas dit d'interrompre la lecture? Il n'y a pas ce qui n'a pas été dit. Il va voir. Ah bon, il va voir. Et les gens m'ont appelé. Hey, Chan, toi, tu t'es mis dans les problèmes. Toi, tu t'es mis dans les problèmes. J'ai un ami qui est du renseignement, qui m'a appelé, il est venu. Il dit, Charles, il dit oui. Il dit, il faut faire beaucoup attention maintenant. Il dit, ah, tu as touché, mon ami, tu as touché un point. C'est Dieu seul qui pourra te protéger. Cet ami-là s'est déplacé. Il est venu jusque chez moi. Et je suis resté là-bas. Je ne pouvais pas sortir chez moi. J'ai vu ces gens-là cagoulés, qui étaient au Carrefour, parce qu'à l'époque, je logeais à l'Ansana Barrage. Et donc, ça c'est sérieux. Mon ami dit, ah, on ne peut rien faire pour toi, honnêtement. Parce que c'était très chaud. 2 semaines, on devrait aller au référendum. Ah, tu libères les... Non, cher, tu ne peux pas t'en sortir. Mon cher, tu ne peux pas t'en sortir. J'ai appelé à l'époque le président de l'association des magistrats de Tcham. Il dit, ah, j'ai dit, doyen, j'ai dit oui. J'ai dit, vraiment, j'ai dit, ça ne va pas. Ça ne va pas. Moi, je vais quitter la magistrature. Il est là, il m'écoute. Il dit, Charles, tu es où? Je dis, ah, si je sors ici, je dis, ceux qui sont dehors là, il dit, fais tout, tu viens, on va se voir. Je me suis déplacé. Je suis sorti chez moi dans les conditions que moi, je ne sais, je n'ai pas besoin de dire ça ici. Je suis allé. Ces jours-là, nous étions dans son salon. Il dit, Charles, oui, si tu démissionnes, si je suis resté dans la magistrature, ça, il a été, honnêtement parlant, et c'est le lieu de le remercier. Il m'a dit, Charles, oui, si maintenant toi tu démissionnes là, c'est que tu auras donné raison aux gens. Tu ne vas pas démissionner. Il est là, il m'entend. Il dit, tu ne démissionneras pas. Tu ne vas pas le faire. Tu dois résister, tu dois continuer. C'est ça. Ah, je dis, d'accord, doyen. Mais avec tout ce qui se passe, il dit, ce que tu vas faire, oui,
il faut voir, il faut être prudent pour le moment. Cherche surtout, même si tu sors, fais en sorte qu'on peut prendre des photos aussi pour chercher à savoir qui sont ces gens-là. Mais moi, tu quittes le tribunal. Ça dit, bon, on sait à peu près ce qui se passe. Tu quittes le tribunal, tu sais, mais tu ne peux pas dire. Je savais que pour moi, c'était terminé. C'était fini. J'ai appelé un collègue magistrat qui était à Massanta, Mahmoud Gakité. D'abord, j'ai fait l'université avec lui. J'ai fait la formation avec lui. J'ai dit, mon ami, je dis oui. J'ai dit, je vais mourir. Il dit, hey Charles. J'ai dit, ça c'est clair, j'ai la conviction que je vais mourir. J'ai dit, mais ma mort n'est due à rien d'autre que c'est autour du dossier de Fontaine. J'ai dit, mais néanmoins, j'ai eu beaucoup de menaces. C'est parce que je n'ai pas respecté. On m'a dit que le président a demandé à ce qu'il soit condamné. J'ai dit, j'ai l'enregistrement de mon entretien avec M. Sidi. Je t'envoie ça, toi, en tant que collègue magistrat. En tant que collègue magistrat de la même promotion. Garde ça pour moi. Si je meurs, il faut avoir le courage, parce que j'ai confiance en toi, de défendre ma position. Il faut avoir le courage de défendre ma position. J'ai dit à Gakité, ce jour-là, il dit non, Charles, on va tous prier pour que rien ne t'arrive. Il dit, mais ça va aller, courage. Moussa Moïse, qui était en charge des sites d'information, qui faisait des enquêtes et autres. Parce que c'est lui qui dénonçait les dérives. Je l'ai appelé. On s'est rencontrés. J'ai dit, je sais que je vais mourir. Certains collègues magistrats peuvent par peur de ne rien dire. Oui, il va dire, ah, néanmoins, il est parti. Mais toi, en tant que journaliste indépendant, tu pourras un jour dire ce qui s'est passé, pourquoi il a trouvé. Je lui ai expliqué les menaces auxquelles je faisais partie. Je lui ai remis l'enregistrement de mon entretien, de garder ça pour un jour. Ce jour-là, il m'a regardé, il dit, personne n'est protégé. Il ne peut rien pour toi. Je me suis retourné. J'ai un autre collègue magistrat qui est aujourd'hui le président de la CRIEF, qui s'est levé aussi pour m'apporter tout son soutien. Aucun voyait, comme il disait qu'il est le magistrat indépendant, il fallait qu'il paye le prix. Non, l'autre voyait que non, ça, il va voir. Non, ça veut dire, au contraire, j'avais besoin d'être soutenu. Mais quand on te dit, ça va aller et qu'on ne fait rien pour que ça aille, c'est que ton sort est scellé. Effectivement. Donc, personne ne pouvait venir m'aider pour dire, non, on ne fera pas à Charles. On m'a laissé à moi-même. À part de me dire, ça va aller, quelle autre action concrète qui a été faite à l'époque. J'allais mourir si le 5 septembre n'allait pas arriver. Puisque Dieu fait bien les choses. Une semaine après, ils ont arrêté les mêmes Fonike Mangué et les Birlo. Cette fois-ci, on dit, ils vont les envoyer à Mafanko. Ah, comme il a été arrêté, on les a envoyés à Mafanko. C'est ce qui a été le pain béni pour moi. Ah. Donc, affaire de Charles là, déjà comme il y a la même mise sur eux, d'autres tribunaux vont voir.
c'est ce qui a permis d'apaiser ma situation. Ok. Donc, je suis resté là-bas. On m'a enlevé à Dixine. On m'a envoyé à Dixine, à Dubreka, comme président du tribunal par intérim, c'est-à-dire en attendant. C'est néanmoins, ce qui restait clair, l'opinion suivait mon dossier. Si on pouvait me prendre là-bas, on m'envoie, on va dire non, c'est à cause du fait qu'il a rendu cette décision. Donc, pour jouer un tout petit peu, un ministre de la Justice ne peut pas déplacer par nécessité de service sans que son président ne lui dise. C'est pas possible. Effectivement. C'est pas possible. Donc, on m'a envoyé là-bas en attendant. Pour ne pas que l'opinion soit choquée, on dit non, il est là-bas comme intérimaire, en attendant les nouveaux mouvements, en attendant le mouvement général. Qu'est-ce qu'on allait faire de moi dans les futures négociations? C'est là, quand j'étais à Dubreka, que le 5 septembre est venu. L'homme propose, Dieu dispose. Merci, Excellence. Nous voulons savoir, en tant que ministre et ministre d'État, quelles ont été vos réalisations et vos avancées concrètement? Une chose que je voudrais préciser avant de répondre à votre question. Donc, nous sommes restés, après cette décision, un an après que le 5 septembre est arrivé. Donc, ça veut dire que l'audio là ne devrait pas être publié. Cet audio était en fait caduc, c'est ce que vous expliquez. Ni Gakité, ni qui que ce soit ne devrait publier. Ne devait le faire. Mais comme déjà, chacun voulait prouver certainement que le régime d'Alpha Condé avait bel et bien essayé d'instrumentaliser la justice, M. Moïse a pris la responsabilité. Et pourtant, je l'avais dit de ne pas le faire. Il a publié en demandant des excuses, que M. Charles Red m'excuse, mais ce que je vais faire, ça va faire ceci, ça va faire cela. Quand j'étais dans mon bureau, les gens m'ont appelé. Hey, c'est ta voix qui sort comme ça. Hey, Charles, c'est ta voix, toi et Sidi Suleiman Ndiaye. J'étais surpris. Ça, j'ai dit, ok. Les gens sont venus. Ah, il enregistre ses collègues. Non, il enregistre. Attendez. Avant ça, j'ai eu assez de relations avec plusieurs autorités. Effectivement. Je vous ai dit, quand j'étais à Massanta, le début, j'ai eu des moments difficiles avec le juge de paix. Oui. Mais ma vie n'était pas menacée. Quand j'ai eu des temps durs avec le procureur général, mais ma vie n'était pas menacée. Je viens à Kaloum, ma vie n'était pas menacée. Je viens à Dixine, avec ce qui s'est passé dans le cas de Fabou et tout, et toutes les menaces qui ont suivi. Et je le dis encore, je le répète, aucunement l'intention d'enregistrer un collègue pour donner à qui que ce soit. Je ne le fais pas. Je le fais dans le cadre de ma propre protection. Et le temps m'a donné raison. Le lendemain, avec tout ce que j'ai subi, moi, avec ma famille, ma femme avait une grossesse de 3 mois, elle a avorté. Wow. Moi, j'ai subi tout ça, je n'ai pas besoin. On pouvait en finir avec moi. Qui serait sorti pour me défendre? Effectivement. Qui saura la vérité un jour? Personne. Mais je n'ai jamais dit à un journaliste, tu vas publier ça sur un collègue.